Bonjour, bienvenue sur Maendeleo Talk. Nous avons le plaisir de recevoir M. Aimé Gata. M. Megata, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis très content de vous recevoir encore une fois de plus Moi également, sur notre chaîne. Et cette fois-ci, c'est dans le cadre d'une nouvelle émission dénommée Intelligence Talk. C'est un nouveau concept dédié à l'analyse de la vie publique de la République démocratique du Congo. L'idée, c'est de faire intervenir des participants de tous les horizons politiques et même de la diaspora, afin de contribuer au développement de notre pays avec nos réflexions dans divers domaines. Une fois de plus, M. Megat, je suis très content. Et avec vous, nous allons parler d'un sujet très capital qui nous concerne tous, c'est le vivre ensemble. Vous avez été candidat, j'ai été en contact avec quelques projets que vous avez initiés une fois au Parlement. On pouvait le mettre en place pour aider la société congolaise à aller de l'avant. Malheureusement, Dieu n'a pas permis cette année, mais c'est juste, comme on dit, voilà, et je pense que la prochaine fois, tout ira très bien. En espérant. Ouais. Et avec vous, on va analyser cette question. Ouais, je pense que vous avez des choses à nous dire et vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez demandé de participer à un échange. Aujourd'hui, on ne fera pas une émission classique ou une interview où je reçois des questions de votre part, mais on va échanger sur un sujet qui vous tient à cœur, qui me tient aussi à cœur, et je pense qu'il concerne aussi beaucoup des Congolais. C'est sur notre vivre ensemble. Et c'est parti d'une chronique que vous avez faite avant les élections, parce qu'il y avait beaucoup de discours, de messages de haine, de stigmatisation tribale qui montaient dans les discours des hommes et des femmes politiques avant les élections. Et vous avez fait une chronique pour parler de ça, pour dire que nous devrions plutôt prioriser notre vivre ensemble et que à cette allure-là, le Congo courait une menace. Je pense que j'ai bien suivi votre chronique. Vous avez même parlé d'une menace de balkanisation qui nous guette toujours, mais qui pourrait cette fois-ci venir de l'intérieur parce que nous avons intériorisé les divisions, les tribalismes au milieu de nous. Et on s'était promis qu'après les élections, on fera cet échange pour revenir sur cette question-là parce qu'il me semble que ce soit une question cruciale. Voilà pourquoi je suis là. Merci. Je pense qu'avant qu'on soit devant ces caméras, on avait eu le temps d'en parler dans nos discussions interpersonnelles. Et je t'avais dit que ce qui m'avait motivé à réaliser une telle chronique, c'était juste le contexte de l'époque. Et tu l'as bien dit, c'était un contexte inédit de la compétition électorale et qui avait des discours inacceptables de part et d'autre qui incitaient à la haine, qui incitaient à la division et que l'implosion que nous craignions ou la balkanisation pouvait partir de l'intérieur. Et c'est ce qui m'avait motivé à le faire, mais aussi parce qu'à cette époque, il y a eu quelques massacres de Kassaïens dans l'espace Grand Katanga, notamment à Malemba-Nkulu, et que pour moi, je me disais que ces Kassaïens ne sont pas au pouvoir dans le sens qu'ils assumaient des postes de responsabilité. Si le président Tshisekedi ou autre Kassaïen qui est au pouvoir et qu'il ne fait pas des choses comme il se doit, cela n'implique pas ou n'engage pas la responsabilité de tout le Kassaïen. Et que j'étais en train de voir une certaine hypocrisie et que je me disais que ça ne pouvait pas avoir raison d'être dans une nation, véritablement nation. Et partant aussi du fait que nous sommes un État importé et que si nous acceptions de faire comme les Occidentaux qui nous ont imposé un modèle étatique, mais il faut faire comme eux. Et je suis parti par des définitions données par des théoriciens occidentaux sur le vivre ensemble et l'État-nation. C'est juste faire une étude ou une analyse comparative pour voir est-ce que ce qui est dit
par ceux qui nous ont aidés ou ceux qui nous ont imposé un modèle étatique et c'est ce qui est appliqué chez nous. Et cela nécessite aussi une réflexion, nous en tant qu'intellectuels, forces vives de notre pays, surtout nous la jeunesse, de repenser un modèle étatique, un modèle qui nous concerne, qui nous ressemble. Et dans un des projets de loi que tu portais, que tu gardais à cœur une fois au Parlement, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup encore touché là-dessus, c'était du fait que s'il y a les tribalismes, parce qu'on ne se connaît pas, le pays est fait en sorte qu'on ne puisse pas se connaître. C'est pour cela que j'ai voulu que tu prennes la parole pour nous détailler un peu les choses et comment lutter contre le tribalisme. En fait, moi je vais au-delà des théoriciens que tu as pu citer la dernière fois dans ta chronique. Ouais. Au-delà de la conception, de l'idée plutôt de l'État tel qu'on se l'est fait en Occident, j'aimerais que nous aussi, en tant que Congolais, en tant que peuple, que nous fassions aussi notre propre idée de l'État, de la nation. Et notre nation est encore à construire. Tu l'as dit, et à juste titre d'ailleurs, que nous sommes un État, entre guillemets, composite, parce que quand on a formé l'État qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'était plusieurs royaumes qu'on a rassemblés. Et c'est le cas de plusieurs États aussi en Afrique. Et quand on parle de plusieurs royaumes, aujourd'hui ça s'est défini aussi par plusieurs tribus ou plusieurs ethnies qu'on a réunies ensemble et on veut que ça forme un État. Il faut que maintenant nous arrivions à former une nation dans cet ensemble composite. Comment on peut se créer, à vivre ensemble pour que nous devenions une nation. Voilà pourquoi dans une, et tu l'as bien rappelé, dans une de propositions que je voulais porter au Parlement si j'étais élu, j'ai parlé d'une loi sur le financement des étudiants, le financement des bourses des étudiants. Et j'ai mis dans cette loi-là, parmi les conditions pour avoir cette bourse-là, que les étudiants qui seraient bénéficiaires des bourses n'étudient pas dans leur province d'origine, dans les universités qui sont dans leur province d'origine. Que les ministères qui a l'enseignement supérieur à sa charge prennent ces étudiants et les mettent dans d'autres espaces ethno-culturels pour qu'ils aillent découvrir, par exemple, un Mukongo qui quitte son Tchéla natal parce qu'il a été boursier et qui va étudier au Katanga, il comprendra au fil des ans comment fonctionnent les Katangais. Il va peut-être se départir des préjugés qu'il pouvait avoir vis-à-vis des Katangais, en ayant le temps de vivre avec eux, en ayant le temps de les côtoyer, en ayant aussi le temps de les aimer, en ayant le temps d'avoir des relations interpersonnelles. Ça va faire à ça qu'il y ait moins de préjugés dans les chefs de nos jeunes. Ce qui crée le tribalisme, c'est la méconnaissance de l'autre. C'est parce qu'on ne connaît pas l'autre qu'on se méfie de lui, qu'on pense qu'il est mauvais, qu'on pense qu'il ne peut pas faire comme moi, il ne peut pas faire mieux que moi. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Quand on connaît l'autre, quand on le côtoie, quand on va vers l'autre, on découvre forcément des richesses chez lui que peut-être qu'on manque. Et on fera marche ensemble parce qu'on a eu le temps de le côtoyer, de le connaître. C'est ça qu'il faut donner aussi à nos jeunes. Pour que nous arrivions un jour à ne plus avoir les préjugés, à ne plus avoir les tribalismes dans notre société, il faut permettre à nos jeunes de se connaître. Il faut créer des canaux de communication. Et je l'ai dit dans cette proposition, il y a de plus en plus de tribalisme et des messages comme ça, de haine, parce que on se connaît aussi de la mauvaise manière. Vous avez bien parlé de cette question qui s'est passée à Malemankolo, sans pour autant vouloir le justifier, mais posons la question, comment les Kassaïens et les Katangais se connaissent? Comment, par quels moyens ils font connaissance? Ils font connaissance par les billets d'exode rural, ou même par les billets d'exode transrégional, si je peux le dire comme ça. Quand un peuple voit un autre peuple ou une autre ethnie, ou les ressortissants d'une autre ethnie débarquer dans sa province avec peut-être des habitudes, avec peut-être
une culture qui n'est pas le leur, il y a toujours cette méfiance-là qui se crée et qui, si ce n'est pas bien jugulé, peuvent amener à des frustrations et à des scènes comme ce que nous avons vu là. Il faut qu'on permette à nos jeunes de se connaître de la bonne manière. En ayant par exemple des étudiants qui font plusieurs universités. Un étudiant qui quitte par exemple Kisangani pour aller étudier au Congo central. Cet étudiant-là n'aura pas la même perception des Bakongo que quand il était chez lui à Kisangani. Donc je pense que notre nation est à construire et il faut des stratégies pour les construire. Et ce qui m'a aussi frappé dans comment est-ce que les choses se sont passées, c'est comment nous aussi, en tant que responsables politiques, nous instrumentalisons le jeune à des fins qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, regardez bien comment les problèmes s'est déplacés. En 2018, comme les deux grands challengers étaient Félix-Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu, les tribalismes ou même les messages de haine tribale étaient beaucoup plus entre les gens de Bandundu et les Kassaïens. Et en 2023, comme les deux grands challengers étaient beaucoup plus entre les grands challenges étaient beaucoup plus entre Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi, la grande bataille était entre les Katangais et les Kassaïens. Ouais. Donc, il y a aussi notre responsabilité à nous en tant que responsables politiques. Comment nous parlons politique? Est-ce qu'il faut seulement, si je ne suis pas d'accord avec Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République, il faut seulement que je les pointe en tant que Moulouba? Si je ne suis pas d'accord avec Moïse Katumbi Chapwe, il faut seulement que je les pointe en tant que Katangais. Je critiquerai les idées de Moïse Katumbi. Je critiquerai les idées de Félix Tshisekedi, qui n'ont rien à voir avec son appartenance tribale. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que là, vraiment, je suis resté calme, parce que je suis vraiment très touché par la pertinence de vos analyses. Et cela me rappelle encore, à l'époque de Mobutu, on a eu des parents qui te disaient que moi, j'ai étudié, j'étais à l'internat à Kenge. Moi, j'étais à l'internat dans le Bas-Congo. Moi, j'étais à l'internat alors qu'il était du Kasaï ou du Katango, tout ça. Et cela a fait en sorte qu'à l'époque de Mobutu, il y avait moins de ce message tribal. Je pense qu'un autre élément qui avait joué, c'était le fait de nommer des gouverneurs non originaires. Ça a aussi joué parce qu'actuellement, il y a quand même un discours qui va dans le même sens dans les réseaux sociaux, qui tient à dire que c'est au Katanga, notamment parce qu'on en parle, il y a certains Katangais, extrémistes Katangais, qui pensent que tel est Kassaïen et on ne veut pas des Kassaïens comme gouverneurs ici au Katanga. Et je pense que ce sont des choses qu'on doit bannir peut-être dans notre constitution. Alors, ma question est de savoir, est-ce que tu ne trouves pas que c'est quand même aussi la faiblesse de l'État qui fait en sorte que ces discours continuent à faire son bon nombre de chemins? Je donne un exemple. En 91-92, il y a eu des massacres des Kassaïens au Katanga. Je pense que c'est la réponse parce que l'État n'a pas d'identité. L'État n'est pas kassaïen, l'État n'a pas d'identité en gros. C'est la réponse que l'État avait réservée à ces gens-là qui a fait en sorte que, que ces gens-là récidivent, qu'il y ait encore ce genre de comportement. Si l'État avait agi avec fermeté en condamnant ces gens-là, je pense que cela allait créer un précédent qui allait faire en sorte qu'avant de commettre cet acte, les gens allaient penser la réponse que l'État avait réservée à de tels comportements de déviation. Donc, je pense là aussi qu'au-delà de ce que tu as dit, c'est vraiment une analyse très poussée, mais il y a aussi la faiblesse de l'État parce que ces éléments, ce sont des éléments apparents qui démontrent clairement que l'État est trop faible. Oui, je suis totalement d'accord avec toi que tout ça fait aussi partie de la faiblesse de l'État. C'est parce que les pouvoirs judiciaires au Congo ne prennent peut-être pas la peine de réprimer comme il se doit. Je sais qu'il y a quand même eu des procès, des gens qui ont des dérapages, qui ont fait des dérapages
langagiers qui ont appelé à des haines tribales ou ethniques. Il y a quand même eu des procès, mais je pense que beaucoup de cas passent dans les chiffres noirs de la criminalité. Il y a beaucoup de ces cas-là qui ne sont pas portés devant les instances judiciaires. Et s'il y avait une réponse adéquate de l'État, sûrement qu'on aurait moins dans notre société ce genre des écarts. Mais moi, je ne suis pas seulement pour l'approche pénalo-centrée. Moi, je suis aussi pour l'approche de la construction de la nation. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai donné une des stratégies pour construire la nation. Ça commence tout petit. C'est comme le racisme, comme nous le voyons ici en Occident. Pourquoi il y a le racisme? Il y a le racisme parce qu'il y a des parents qui, déjà dans leur agir, dans leur façon de faire, dans leur discours, montrent à leurs enfants que les Blancs est supérieur à l'homme noir ou à d'autres races, d'autres races ou d'autres ethnies. Ce qui fait qu'un enfant qui grandit dans ces contextes-là va, à l'âge adulte, développer un complexe de supériorité parce qu'il a été biberonné par ça. Moi, je veux que notre jeunesse soit biberonnée par autre chose, par un autre discours, par une autre stratégie. Une stratégie où on va construire une nation. Je suis vraiment là. C'est vrai qu'il faut punir, parce que c'est ça aussi qui montre la force de l'État, c'est punir les gens qui violent la loi, parce que ce sont des actes, nous devons les rappeler, qui sont punis dans notre code pénal congolais. Mais au-delà de la punition, il y a aussi la partie où nous devons mettre en place des stratégies pour que demain nous ayons vraiment une nation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore une nation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas encore une nation congolaise. Nous devons la créer. Et ça viendra de toi et moi. Ça viendra des responsables politiques. Ça viendra des stratégies que nous allons mettre en place pour amener nos populations, amener nos jeunes à s'accepter malgré leurs différences. Moi, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Et nous savons, nous deux, même en dehors de ces caméras, le respect que nous nous portions mutuellement. Là, je pourrais même dire l'amour que nous nous portions mutuellement. Pourtant, nous ne venons pas des mêmes espaces ethno-culturels. Exactement. Tu es du Kasaï, moi je suis du Grand Bandundu. Mais ça ne nous empêche pas, malgré même nos divergences, de continuer à garder notre amitié. Et c'est à partir même des exemples personnels comme ça que nous pouvons influencer la société à voir les choses différemment. Exactement. Donc c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi nous devons multiplier. Je voulais vraiment venir à cet échange, après avoir vu ta chronique, je voulais venir dans cet échange parce que nous avons une mission. Ce qui est vrai, c'est que c'est Congo nous appartient. Moi, le Congo, je veux que le jour que je ne serai plus là, que je les lègue à mes enfants, toujours avec ces 2 345 409 km². Je ne veux pas que le Congo implose. Je ne veux pas considérer qu'un Moluba n'est pas mon frère. Je ne veux pas considérer qu'un Katangé n'est pas mon frère. Moi, je veux un Congo uni tel que mes parents et mes grands-parents me l'ont légué. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui d'influencer nos contemporains, nos jeunes, à considérer que nous avons une nation à créer. Malgré nos divergences, malgré notre diversité culturelle, nous sommes un seul peuple et nous pouvons surmonter nos divergences pour réellement créer une nation où il fera beau vivre pour tout le monde, pour toutes les équipes. Ouais, mais je pense que cette question peut nous ramener encore à un autre débat, parce que tu es juriste et là tu es sur un projet de thèse sur les droits constitutionnels. Je pense que tu as plus de matière que moi. L'acte fondateur d'un État, c'est la Constitution. Et on est tous peut-être d'accord que, parce que tu as insisté plus de 3 fois sur la création de l'État, la création d'une nation, mais cette création ne peut se faire que dans un seul cadre qui est constitutionnel, avec un pouvoir constituant bien légitimé. Et tu es aussi d'accord, je pense que ceux qui vont nous suivre seront peut-être d'accord avec nous, que dans les contextes actuels, notre constitution ne tient plus debout. Parce que c'est une constitution qui a été adoptée et rédigée dans un contexte qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Parce que c'était une rébellion
Et qui, d'ailleurs, parmi les membres de ces pouvoirs constituants, il y a même des anciens rebelles qui étaient. Donc, ces gens-là se sont donné des pouvoirs. Alors aujourd'hui, plus de 10 ans après, je pense qu'il faudrait repenser autre chose. Et il faudrait créer peut-être une autre constitution ou soit réformer celle qui est là pour l'adapter à nos réalités actuelles. Parce que quand on regarde la constitution actuelle, ça légitime même ces méthodes-là tribales. Parce que c'est... Je donne un exemple. Les gouverneurs sont dérivés d'un processus électoral qui est les élections législatives. C'est-à-dire que ce sont des députés provinciaux qui élisent les gouverneurs de province. C'est-à-dire que c'est un processus, c'est un pouvoir dérivé. C'est une sorte de légitimation qui est dérivée de quelque part, n'est-ce pas? Et tu verras que les gouverneurs sortent d'un espace géographique donné. Oui, je comprends. Voilà. Et moi, je pense que cela alimente le tribalisme. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et puis la représentation aussi nationale. Parce que quand on dit par exemple qu'il faut nommer des ministres en tenant compte de la représentation nationale, c'est qui n'était pas à l'époque de Mobutu. Non, mais moi, pour moi, là, en tout cas, sur ce point-là, on est en divergence. Moi, je ne pense pas que ces articles de la Constitution nuisent à notre vivre ensemble ou à notre cohésion nationale. Au contraire. Parce que quand on dit qu'il faut que le gouvernement soit, ou les membres du gouvernement soient nommés en tenant compte de la représentation nationale, c'est juste par souci d'équité. Les constituants ont voulu qu'aucun coin de la République, aucun espace ethno-culturel ne soit favorisé au détriment de l'autre pour créer voilà, un équilibre. Moi, je pense que même c'était bien pensé. Même si je reconnais que dans cette constitution, il y a beaucoup de failles, mais en tout cas, sur ces points-là, moi, je ne considère pas que ça soit une faille. Ouais. Mais si je te dis cette question, si je te dis cette chose-là, parce que je l'ai signalé dès le départ, que là, tu es sur un projet de thèse sur les droits constitutionnels, c'est-à-dire que tu as plus de choses, et puis ceux qui nous suivent vont apprendre des choses. Est-ce que selon toi, cette constitution qui a été rédigée, adoptée dans un autre contexte, est-ce qu'elle tient toujours debout? Je vais en venir, mais je n'ai pas besoin je n'ai pas envie de perdre le fil d'idée par rapport à ce que tu venais de dire par rapport au gouverneur. Je pense que tu l'as déjà dit tout à l'heure, là, quand on a commencé l'interview. Tu as parlé des gouverneurs nommés du temps de Mobutu et consorts. Je pense que nous avons un peu une idée fantasmée de comment les choses s'est passées sous Mobutu, où on nommait des gouverneurs non originaires. C'est vrai que ça a eu comme effet de mettre à la tête de certaines provinces, régions à l'époque, des gens qui n'étaient pas originaires de là, et que s'ils travaillaient bien, on pouvait bien voir que ce n'est pas seulement les originaires qui pourraient bien travailler pour la province. Mais si ces nominations-là étaient vraiment aussi salutaires qu'on les pense, aujourd'hui, on aurait aussi des gouverneurs, peut-être à l'exception des comtes de Villa Kikanda qui a été élu dans les Kivu, je dois chercher, c'était nord aussi de Kivu. Au-delà à l'exception de lui, il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont été élues dans d'autres provinces. Moi, je ne pense pas que le problème soit à ce niveau-là. Nous avons un processus que les constituants ont voulu comme ça, que les assemblées provinciales élisent les gouverneurs. Mais c'est vrai que les gens qui sont non originaires ont moins de chances d'être élus dans les assemblées provinciales qui, visiblement... Carrément, on peut supprimer les assemblées provinciales parce que d'ailleurs, c'est budgétivore. Pour retourner au système de nomination des gouverneurs non originaires. Non, même pas non originaires. Mais déjà, nous sommes un pays à problème. Alors, moi, la question que je me pose, comment continuer à garder des assemblées provinciales alors que c'est budgétivore, ça coûte cher à l'État. Nous avons des défis, surtout sur le plan sécuritaire, et qu'il faudrait peut-être faire des économies pour faire face à ces défis. Je pense que, c'est un point de vue personnel, je pense que dans les contextes actuels, les assemblées provinciales, et surtout, il y a trop de crises.
Donc, demain, les gouverneurs est viré, le lendemain, c'est l'instabilité totale. Comment voulez-vous garder des institutions instables? Bon, moi je n'aimerais pas qu'on s'écarte de notre sujet principal, Ouais, qui est le vivre ensemble. Si exactement. on est tombé là, Mm. c'est par rapport au fait que nous avons des gouverneurs qui sont généralement des originaires, parce que nous avons aujourd'hui un système électoral qui fait que ce sont les assemblées provinciales qui élisent les gouverneurs. Donc on ne peut même plus espérer, comme du temps de Mobutu, avoir des gouverneurs qui soient non originaires. Moi, comme j'ai commencé à le dire tout de suite là, je ne pense pas que ça soit réellement un problème de ne pas avoir des gouverneurs non, de n'avoir que des gouverneurs originaires de leur province. Je ne pense pas que ça soit ça les problèmes. Les problèmes, c'est comment on gère toutes ces provinces-là et comment nos populations dans ces provinces interagissent avec les populations d'autres provinces pour que nous continuions, malgré nos provinces, malgré nos divergences, à rester une République démocratique du Congo unie. Moi, nous avons une position par rapport à notre parti. J'ai fait quand même partie d'un parti qui s'appelle Vent d'Avenir. Nous avons eu un congrès où, dans nos résolutions du congrès, nous avons aussi parlé de la question des 6 assemblées provinciales. Dans notre parti, on a même proposé lors de notre congrès qu'on supprime carrément les assemblées provinciales. Ça, c'est la position de notre parti, à laquelle j'adhère. Mais j'ai aussi une position, je peux dire, personnelle par rapport à cette question. Parce que je suis quand même un être pensant, je peux aussi avoir une idée. Moi, selon moi, pour que nous arrivions à accepter nos divergences, mais à vivre avec, en communion avec les autres, il faut que nous passions à un fédéralisme assumé. Mais un fédéralisme qui prend corps ou qui se base sur nos réalités ethno-ethniques, plutôt réalités ethno-culturelles. Je vais dire quoi par là? Donnez-moi vraiment quelques temps pour que j'essaye un peu d'expliquer ma pensée. Par là, je vais dire quoi? Si nous avons aujourd'hui un État fédéral avec 4 États fédérés, lesquels États fédérés sont les représentations de nos grands, les espaces linguistiques, ethno-culturels, je pense que dans ces États fédérés-là, si nous avons nos identités, nous créons une identité, par exemple, nous créons une identité kassaïenne, une identité Congo, une identité katangaise, une identité swahiliphone, et maintenant dans ces identités, pousser les jeunes à se connaître dans cette diversité-là. Pousser les jeunes Congo à aller faire leurs études au Katanga, pousser les jeunes Katangais à aller faire leurs études au Congo central ou dans les États ou dans l'État fédéré du Congo qui regrouperait forcément le Congo central, les Bandundu, Kinshasa ou qui sais-je encore. Pousser les jeunes kassaïens à aller faire leurs études. C'est vraiment quelque chose où l'État pourrait structurer. Sur ces points-là, on pourrait arriver à des États fédérés qui se basent sur une identité assumée, mais une identité qui accepte aussi l'identité de l'autre. Parce que pour moi, on peut faire l'unité dans la diversité. Je veux qu'on en arrive là. Parce que les diversités dans notre pays sont là. Et elles ne partiront jamais. Nous avons ces ethnies qui nous collent à la peau parce que ce sont nos réalités, je pourrais même dire traditionnelles. Ce sont des réalités qui nous viennent des anciens royaumes qui ont été rassemblés pour faire aujourd'hui l'État congolais que nous avons dans sa configuration moderne. Il faut maintenant assumer ces identités, mais tout en les faisant coïncider avec d'autres identités pour que nous puissions tous vivre ensemble et en bon équilibre. C'est juste ça. Ça, c'est ma position personnelle. Je ne dis pas que ça n'engage pas mon parti, mais c'est ma position personnelle. J'estime que nous sommes... je pense que j'ai souvent dit à mes amis que quelqu'un qui est fier de son identité katangaise, quelqu'un qui est fier de son identité Congo, quelqu'un qui est fier de son identité Luba,
n'est pas tribaliste. Et tribaliste est quelqu'un qui est tellement fier de son identité Luba, au point qu'il pense qu'à part son identité Luba, les autres identités ne devaient plus exister. C'est là où vient le tribalisme. Et c'est ça que nous devons bannir. Nous devons construire des vraies identités, mais des identités qui collaborent avec d'autres, qui vivent, qui coexistent avec d'autres identités. Et pour cela, il faut que nous assignions d'abord qui nous sommes. Il faut que nous partions, et comme je l'ai dit, pour ne pas trop me répéter, vers un État fédéral, avec un État fédéré qui se cristallise sur nos... Mais tu ne trouves pas que cela peut nous ramener à un débat que j'ai toujours... j'ai nourri quelques réflexions là-dessus, parce que la question qui nous divise plus, c'est la question électorale. C'est à chaque fois qu'il y a élection que ces débats sur le vivre ensemble, sur les tribalismes surgissent. Alors j'ai toujours pensé que pourquoi ne pas faire en sorte que, partant de ce que tu viens de proposer tout à l'heure, que non, créer un fédéralisme basé ou fondé sur les 4 espaces linguistiques. Pourquoi ne pas faire en sorte que, même au niveau présidentiel, que ce soit une présidence tournante? Je voulais en venir. Ouais. Par exemple, faire en sorte que... Parce qu'on n'est pas obligé de copier ce que font les Américains, les Français, les Sénégalais et autres. Pas? On a les droits en tant que peuple de choisir notre modèle politique qui ne pourrait pas cristalliser des conflits qui peuvent surgir basés ou fondés sur nos différences. Pourquoi ne pas faire en sorte que la présidence soit tournante et que si le président qui peut-être sortira prochainement, si c'est le tour de l'espace Congo, que l'élection se déroule que dans l'espace Congo. C'est à l'espace Congo de choisir le président qui va diriger l'ensemble du Congo. Et que si c'est le tour du Kasaï ou du Katanga, que dans cet espace-là, ça peut nous coûter moins en termes de budget. Et puis, c'est notre modèle de gouvernance et nous allons tous nous conformer à cela. C'est comme au Liban. Les Libans étaient confrontés par la même problématique. Aujourd'hui, c'est même constitutionnalisé que le pouvoir politique doit être partagé entre les 4 espaces linguistiques. Donc, c'est-à-dire, on dit par exemple que si le président sort de cet espace, obligatoirement le président de l'Assemblée nationale, il doit sortir de cet espace. Tout ça, tout est codifié et constitutionnalisé. Pourquoi ne pas adopter un tel modèle? Comme ça, ça nous éviterait des morts, parce qu'à chaque élection, il y a des morts. Il y a des morts. Les tribalismes fait de victimes, hein, ça, on ne le dit pas assez, mais les tribalismes fait de victimes dans notre pays. Oui. En fait, j'entends ton point de vue, qui est très pertinent, je dois le dire. Mais moi, j'ai une autre approche. Moi, je pense, et je pourrais même dire déjà à l'endroit ou à l'attention des téléspectateurs, des web spectateurs, que là, nous sommes dans un échange entre intellectuels qui ne s'étonnent pas que nous soyons un peu en train de refaire le monde. Exactement. Parce que c'est ça aussi la force des intellectuels. Exactement. C'est de penser leur société. Nous sommes en train de penser la société congolaise telle que nous, on souhaite que ça soit. Donc, qu'il ne soit pas offusqué. Nous ne sommes pas contre la constitution qui actuellement... nous ne sommes pas des anti-systèmes, mais nous sommes tout simplement en train de penser comment trouver des solutions à nos problèmes. Voilà. Pour retourner maintenant à la question, ou à ce que je disais, moi je pense que ça ne serait pas important qu'on ait une présidence tournante. Parce que par le simple fait d'avoir déjà des États fédérés, si on donne à ces États fédérés toute leur latitude par rapport à leur autosuffisance, à leur autogestion, à leur libre administration, si les droits des États fédérés sont respectés par l'État fédéral, si les États fédérés ne sont pas brimés par l'État fédéral,
Les gens, dans la présidence au niveau de l'État fédéral sera même un peu, entre guillemets, protocolaire. Et tout ça, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, que l'État congolais est à construire. Il faut construire, il faut repenser l'État. C'est pour cela, même si on a quand même quelques divergences là-dessus, c'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas repenser l'État en gardant son modèle actuel, c'est-à-dire la constitution actuelle qui est l'acte fondateur de cet État-là. Oui, Soit... quand je propose déjà un État dit fédéral, il va de soi que je suis en train de dire que cette constitution va tomber caduque. Va devoir être changée. Là, il va de soi que je suis d'accord avec toi, que certaines bases de cette constitution, même moi, ne parlent pas, parce qu'il y a beaucoup de failles dans cette constitution. Tu vois, il y a toujours des mécanismes qu'on peut mettre en place, mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous faisons. Moi, en tout cas, ma réflexion était qu'est-ce que nous faisons de nos identités, qu'est-ce que nous faisons de nos tribus, qu'est-ce que nous faisons de nos ethnies. Parce qu'elles sont là avec nous. Nous devons, on ne peut pas cacher ces problèmes sous les paillassons. Oui. Il faut à un certain moment qu'on assume que nous sommes un État multiculturel, que nous sommes un État où nous avons, je pourrais même dire, multiethnique. Il faut maintenant qu'on assume ça et qu'on républicanise ça. Qu'on républicanise cette donne-là en ayant des États fédérés qui se cristallisent sur les identités ethno-culturelles de nos différents peuples, mais que dans cette diversité, nous créons maintenant une nation qui va se reconnaître comme congolaise pour les services de nous tous. Parfait. Je pense que cette question que nous abordons aujourd'hui sur le vivre ensemble, on ne peut pas les voir dans un aspect pris individuellement. Je pense que le vivre ensemble, si on se met là tout de suite pour en parler, ça pourrait nous prendre toute une journée, voire des semaines et des mois. Parce que le vivre ensemble, ça va presque même dans la gestion au quotidien. Parce qu'un responsable politique ou un responsable de l'État qui ne gère pas bien les ressources de l'État, c'est-à-dire qu'il met à mal le vivre ensemble. Oui. Parce que le vivre ensemble, c'est aussi la possibilité de partager équitablement ce que nous avions comme ressources. Et cette question se pose aujourd'hui dans notre pays. Peut-être certains n'en parlent pas, mais je pense que nous, en tant qu'intellectuels, forces vives de ce pays-là, on se doit de parler, d'évoquer ces questions comme on le fait. Je rappelle que tu es membre d'un parti politique, moi aussi, je suis membre de l'UDPS, mais voilà qu'on essaie de changer hors nos cadres politiques, parce qu'on pense que le pays vivra éternellement. Mais nos partis politiques peuvent disparaître du jour au lendemain. On a vu des partis comme le MPR disparaître. Qui sait? Notre parti a vocation à vivre. À vivre éternellement. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite. Et c'est même les souhaits de tout ça. Alors, j'ai juste une petite question avant qu'on boucle cette affaire. Okay. Aujourd'hui, regardez la caméra, vous vous retrouvez devant le président de la République. En tant que garant de la nation, il est peut-être confronté à cette question de vivre ensemble. En quelques mots, on vous donne quelques minutes, on vous dit le président est occupé, il n'a pas le temps. Mais tu dois lui dire quelque chose sur comment consolider notre vivre ensemble. Si je peux quand même avoir quelque chose à dire au président de la République par rapport à cette question, je lui dirais de mettre autour de lui toutes les identités congolaises. Déjà, premièrement, de mettre autour de lui toutes les identités congolaises et aussi dans la formation de son prochain gouvernement, de respecter, je pense qu'il a déjà fait dans le gouvernement passé, de respecter l'équilibre géopolitique de notre pays. Parce qu'il va très important. De la cohésion nationale. Il va de la cohésion de notre pays. Et je lui dirais aussi de considérer le fait que il n'y a pas que les nominations, il y a aussi les relations ou la relation interpersonnelle qu'il peut avoir avec ces populations. Moi,
je lui dirais même d'aller personnellement dans chaque province, d'organiser des échanges avec des jeunes pour leur faire comprendre les besoins de se considérer comme Congolais malgré leurs identités ethno-tribales, mais de se considérer comme Congolais. Et en dernier lieu, ça je ne peux pas quand même les manquer, bah, je vais considérer ce que j'avais proposé pour mon programme pendant ma campagne, faire une bourse pour les jeunes, et cette bourse-là ayant comme condition qu'aucun jeune qui toucherait cette bourse-là n'étudierait dans une université qui est dans son espace ethno-culturel. Que les jeunes Katangais qui obtiendraient cette bourse étudient au Kasaï, que les jeunes Kassaïens qui obtiendraient cette bourse étudient au Congo central, que les jeunes des Bandundu qui obtiendraient cette bourse étudient au Maniema. Comme ça permettrait à nos jeunes de briser un peu ces murs des préjugés qui feraient que, au fur et à mesure que ces échanges-là se feront, que ces préjugés tomberont parmi nos jeunes, nous aurons demain et après-demain une société qui se construit sur des bases un peu plus saines, sur des bases où on se respecte, où malgré nos divergences, on peut mieux vivre. Vivre ensemble. Très bien, merci beaucoup. Je retiens dans ton adresse au président de la République la recommandation d'aller presque dans toutes les provinces et territoires du pays, de rencontrer les jeunes, discuter avec eux, leur faire comprendre votre vision, Monsieur le Président de la République. Et à cela, j'ajoute aussi le fait que on a toujours dit que nous sommes une population à peu près plus de 100 millions. Il faut aussi un recensement là-dessus pour qu'on soit sûr de combien nous sommes. Et je pense que les scores que vous avez faits aux élections précédentes démontrent que la jeunesse, parce que la population congolaise est composée en majorité jeunes, et je pense que vous avez été élus par des jeunes. Et ces jeunes attendent beaucoup, beaucoup de vous. Aller à la rencontre de ces jeunes, ça démontre que vous prenez en compte leurs préoccupations. Et la proposition faite par Aimé Gata, je pense que ça vaut la peine parce que les jeunes ont besoin de vous parler, de vous écouter et qu'à la fin de votre second mandat et dernier mandat, que vous puissiez léguer ce pays entre les mains prometteuses de sa jeunesse. Donc c'est ça ce qu'on vous souhaite. Et Aimé Gata, merci beaucoup. Merci. Je voulais peut-être rajouter vas-y. Une petite chose. Il y a un système de bourse qui a été lancé par la première dame, qui s'appelle Excellencia, oui. Qu'il faut déjà encourager, parce que jusque-là, notre pays, moi quand j'ai été étudiant, j'ai touché la bourse que 2 fois. Oui, malheureusement. Heureusement peut-être pour toi. Quand Kizenga est arrivé au pouvoir, on nous a donné la bourse pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, ça a été arrêté. On voit quand même la première dame s'est démenée avec son programme Excellencia pour envoyer les jeunes à l'étranger pour venir étudier, ce qui est une très bonne chose qu'on doit encourager. Mais au-delà de ça, il faut penser à la bourse pour les jeunes, mais que ce soit l'État qui donne ces bourses-là aux jeunes. Et qu'on priorise aussi une bourse où les gens vont étudier au Congo même. C'est vrai que c'est aussi important que les jeunes sortent ici, mais quand ils viennent ici et qu'ils étudient ici, vous le savez bien, ils contribuent à l'économie parce qu'ils ont un logement à payer, ils ont des transports à payer, ils ont des frais académiques à payer. Et moi, je veux que l'État congolais, qui octroiera des bourses, que ces bourses-là ne soient pas seulement pour que les gens viennent étudier en Europe, mais pour que les gens étudient au Congo. Un enfant qui quitte le Congo central, qui va étudier au Katanga, qui prend une chambre, qui dépense l'argent de la bourse qui lui est attribuée au Katanga et contribue à l'économie du Katanga et par ricochet à l'économie du pays. Donc, je pense que ce que fait la première dame est déjà très important,
mais il faut aussi penser aux bourses pour les jeunes qui étudient sur place même au pays. Et c'est ça aussi qui va faire que nous, là on parlera peut-être de ça dans d'autres registres, qui fera qu'on commence à réfléchir à comment réformer aussi notre enseignement, que ce soit au niveau primaire, secondaire et universitaire. Parce qu'il ne faut pas que nous pensions qu'aller étudier en Europe, c'est seulement ça qu'il faut faire pour avoir une formation de qualité. De qualité, il faut que nous réfléchissions aussi à comment réformer l'enseignement dans notre pays pour que les jeunes qui sont formés au pays soient aussi compétitifs qu'un jeune qui est formé à la Sorbonne. Exactement. Merci beaucoup. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, le président de la proposition faite par M. Aimé Gata d'aller à la rencontre des jeunes dans toutes les provinces et territoires du pays est très, très, très importante parce que vous avez été élu par des jeunes. La population congolaise est en majorité jeune et ces jeunes gardent espoir d'avoir un avenir meilleur et vous avez cette responsabilité de remettre le Congo sur les rails et de permettre à ces jeunes de penser un avenir meilleur pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants et futurs, y compris nous-mêmes, on est aussi jeunes, on aimerait vraiment que ce pays soit sur les rails. Ouais. Même si on n'est plus vraiment jeunes, mais on est dans la catégorie de jeunes. Voilà le message de M. Aimé Gata au président de la République. Nous sommes très contents, M. Aimé Gata, de vous recevoir encore une fois de plus sur nos antennes.